Bonjour et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix de l'Afrique. De la politique à l'économie, de la culture aux innovations, notre mission est de mettre en lumière les histoires importantes aux Africains, ici et à travers le monde. Restez avec nous pour un tour complet de l'actualité africaine, toujours avec rigueur et engagement. À la présentation, je suis Keza Deborah. Au Burundi, le CNDD-FDD consolide sa domination politique après les élections de 2025. Le président Évariste Ndayishimiye demeure la figure centrale du régime et de la continuité du pouvoir. Le parti au pouvoir l'a de nouveau désigné candidat pour la présidentielle de 2027, confirmant son emprise politique. Au Burkina Faso, projet de création d'une réserve militaire, 100 000 réservistes prévus d'ici 2026 pour renforcer la lutte antiterroriste, un dispositif complémentaire au VDP face aux enjeux sécuritaires actuels. Et au Gabon, entre accusation de détention au secret et rappel du respect de l'indépendance de la justice, les dossiers Alain-Claude Billy Bainze continuent de susciter des tensions politiques et judiciaires. Et c'est tout pour les sommaires. Bienvenue dans les détails de ce journal à suivre sur notre chaîne YouTube, X et Facebook Aouba Français. Comme annoncé en début de ces radiojournaux, au Burundi, la vie politique reste largement dominée par le CNDD-FDD qui renforce son emprise à travers des mobilisations nationales et consolide son implantation locale. Depuis les élections de 2025, marquées par une large victoire du parti et une opposition affaiblie, le pays évolue dans un contexte de quasi-dominance politique, suscitant des interrogations sur le pluralisme démocratique. Dans ces cadres, le président Évariste Ndayishimiye, figure centrale du régime, poursuit ses actions en faveur de la stabilité et du développement national. Ancien haut responsable du CNDD-FDD, il avait été désigné candidat du parti en 2020 avant d'accéder à la présidence. Plus récemment, le CNDD-FDD a confirmé hier sa confiance en lui en le désignant de nouveau comme candidat pour la présidentielle de 2027, consolidant ainsi sa place au cœur de la continuité du pouvoir. Dans l'est du Tchad, des violents affrontements intercommunautaires ont éclaté les samedis 25 et dimanche 26 avril dans la province de Wadi Fira, faisant plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés selon des sources officielles et locales. Détail avec Jimmy Choukrani. Les autorités tchadiennes annoncent un bilan de 42 morts. Pour la seule journée de samedi, des sources locales font également état des nouvelles victimes dimanche, tandis qu'une vingtaine de blessés ont été recensés sur l'ensemble des 2 journées de violences. Selon plusieurs témoignages locaux, les incidents auraient débuté à Djourang, dans la localité d'Igo, département de Dartama, la suite d'une dispute autour d'un point d'eau. Une altercation entre des femmes issues des communautés Tama et Zagawa aurait dégénéré lorsqu'un jeune homme a blessé par balle une jeune femme appartenant à l'autre communauté sur fond de tensions persistantes entre les 2 groupes depuis plusieurs années. La situation s'est ensuite rapidement propagée dans plusieurs localités voisines, provoquant des jours de violences meurtrières. Les affrontements ont également touché les camps des réfugiés soudanais d'Iridimi, où au moins 6 femmes ont été blessées avant d'être évacuées par les autorités. Malgré les déploiements rapides de l'armée dans cette zone frontalière du Soudan, les forces de sécurité n'ont pas pu empêcher plusieurs actes de destruction. Le vice-premier ministre tchadien Liman Mahamat s'est rendu sur place dimanche en compagnie du ministre des Armées Issaka Maloua Djamous et du chef d'état-major général des armées Abakar Abdelkarim Daoud. À l'issue de cette visite, il a affirmé que la situation était désormais sous contrôle et a annoncé la mise en place prochaine d'une médiation traditionnelle. Le gouvernement tchadien a également indiqué vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher une extension sur son territoire du conflit en cours au Soudan voisin, alors que les communautés Tama et Zagawa sont tous les 2 concernés par les tensions régionales. 14 partis d'opposition nigériens
nigérians réunis ce week-end à Ibadan, dans le sud-ouest du pays, ont décidé de resserrer leur rang en préparation des élections générales de 2027. Leur ambition est de faire barrage au Congrès des progressistes APC, la formation actuellement au pouvoir. Cette démarche intervient alors que plusieurs responsables politiques, dont des gouverneurs, députés et élus locaux, ont récemment rejoint la majorité présidentielle. Ces ralliements alimentent les spéculations autour d'une éventuelle candidature largement soutenue du président Bola Ahmed Tinubu en 2027, scénario que rejettent les partis d'opposition. Dans un document commun intitulé Déclaration d'Ibadan, les 14 formations accusent l'APC de menacer le pluralisme politique. Ils annoncent leur intention de présenter des candidats à tous les niveaux de scrutin et travaillent également à la possibilité d'un candidat unique pour la présidentielle. La rencontre a rassemblé plusieurs personnalités influentes de la politique nigériane, notamment l'ancien vice-président Atiku Abubakar, l'ex-gouverneur des Kano Rabiu Kwankwaso, l'ancien ministre des Transports Rotomi Amechi, ainsi que Kabiru Turaki du Parti démocratique populaire PDP. Au Gabon, la détention préventive d'Alain Claude Billy Bainze continue de susciter des réactions. Le camp de l'ancien premier ministre dénonce une violation des droits de la défense, tandis que la présidence assure que le dossier relève uniquement de la justice gabonaise. L'opposant est poursuivi dans une affaire de dettes remontant à 2008. Reportage signé Elisabeth Hassen. Dans une déclaration publique, Aimé Mapangou, secrétaire général du parti de Bidi-Bidi, a annoncé les conditions de détention de son président, affirmant que ce dernier serait maintenu au secret. Selon lui, les membres de sa famille ni ses avocats n'ont jusqu'à présent obtenu l'autorisation de le rencontrer. L'ancien ministre estime que cette situation constitue une atteinte sérieuse aux droits de la défense. Interrogé sur la détention préventive d'Alain Claude Billy Bainze, principal opposant gabonais, le porte-parole de la présidence, Théophane Nzamenze Bihogue, a indiqué que cette affaire relevait exclusivement de la justice gabonaise. Il a précisé que la présidence, pour sa part, se concentrait sur le bon fonctionnement et la bonne administration de la justice. Dernier premier ministre sous la présidence d'Ali Bongo, Alain Claude Billy Bainze fait l'objet des poursuites judiciaires engagées par une ancienne alliée politique. Celle-ci réclame le remboursement d'une somme de 5 millions de francs CFA qu'elle lui aurait remise en 2008 pour couvrir les premières dépenses liées à la fête nationale des cultures dont il assurait alors la présidence du comité d'organisation. Selon la plaignante, ce montant ne lui aurait jamais été restitué, ce qui l'a conduit à saisir la justice 18 ans plus tard. Le ministre burkinabé de la guerre, Célestin Simporé, a soumis vendredi 24 avril en Conseil de ministres un projet de loi visant la mise en place d'une réserve militaire. Ce dispositif prévoit le recrutement et la formation de 1000 réservistes d'ici fin 2026 dans le cadre du renforcement de la lutte contre les groupes armés terroristes. Cette initiative vient s'ajouter aux volontaires pour la défense de la patrie VDP déjà actifs dans le pays. D'après le texte présenté, cette réserve sera composée de 2 catégories. La première regroupera des personnes ayant déjà une expérience militaire et pouvant être mobilisées rapidement. La seconde concernera des citoyens qui recevront une formation progressive afin de soutenir les capacités nationales de défense. Selon Célestin Simporé, tous les citoyens en âge de défendre la nation ou de contribuer en cas de crise humanitaire et autres situations d'urgence pourront être formés et appelés en cas de besoin. Le gouvernement présente cette future réserve comme un mécanisme complémentaire, structuré et durable dans un contexte marqué, selon les autorités, par une évolution profonde des enjeux sécuritaires et géopolitiques. Au Moyen-Orient, l'actualité récente est dominée par une escalade des tensions militaires et maritimes dans le Golfe Persique, notamment autour du détroit d'Ormuz, où des incidents impliquant des navires
tirs, des drones et des frappes ont ravivé les risques des confrontations directes entre l'Iran et les forces américaines et alliées. Sur les plans diplomatiques, la région est marquée par des tentatives fragiles d'escalade avec des négociations indirectes entre Washington et Téhéran, accompagnées de cessez-le-feu temporaires, mais souvent instables et rapidement remis en cause. Sur le plan économique, le marché pétrolier a connu ces 2 dernières semaines une forte volatilité avec une tendance globalement haussière liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz. Le baril de Brent a d'abord fortement augmenté, passant d'environ 100 à 110 $ début avril avant d'atteindre un pic proche à 128 $. Il a ensuite reculé environ 116 $ à mi-juin, puis s'est stabilisé entre 101 et 108 $ en fin de période. Au moins 14 personnes ont été tuées et 37 autres blessées dans des frappes israéliennes menées dans l'ouest du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Parmi les victimes figurent des femmes et des enfants. L'armée israélienne affirme avoir ciblé des positions de Hezbollah utilisées, selon elle, pour préparer des attaques contre ses forces. Ces violences surviennent malgré une accalmie observée depuis la mi-avril. Israël a également annoncé la mort d'un soldat de 19 ans dans une attaque de drones attribuée au Hezbollah. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer les engagements en vigueur, ravivant les craintes d'une nouvelle escalade à la frontière israélo-libanaise. Et terminons par cette information, mesdames et messieurs. Homme d'affaires devenu patron du football africain, Patrice Motsepe avance à pas feutrés vers le cœur du pouvoir sud-africain. Officiellement en retrait de l'African National Congress, mais activement courtisé en coulisses, il incarne une nouvelle génération d'influence, celle qui relie business, sport et politique, sur fond de récomposition du leadership en Afrique du Sud. Suivez ce récit dont Teddy Achille. La posture politique de Motsepe, 64 ans, est prudente mais stratégique. Officiellement, il rejette toute ambition à la tête de l'African National Congress, ANC, mais reste au centre des dynamiques du pouvoir. En coulisses, des initiatives comme PM27 poussent sa candidature pour 2027, certains le voyant comme un successeur crédible de Cyril Ramaphosa, l'actuel président sud-africain. Face à ces pressions, il adopte une stratégie indirecte laissant circuler son nom pour tester son soutien dans un contexte où l'ANC cherche un profil capable de réformer et de rassurer. Cette influence s'inscrit dans un parcours atypique. Depuis la fin de l'apartheid en 1994, Motsepe n'a jamais suivi une carrière politique classique. Proche des cercles de l'ANC grâce à ses réseaux, il bâtit sa puissance via les affaires, notamment avec l'African Rainbow Minerals, profitant des politiques de transformation économique. Son mandat électif, il devient un acteur d'influence entretenant des liens étroits avec les dirigeants du parti et jouant un rôle de facilitateur économique et stratégique. Son engagement philanthropique à travers la Motsepe Foundation renforce aussi son image d'acteur engagé dans les priorités sociales comme l'éducation, la santé ou la lutte contre la pauvreté. Parallèlement, il s'impose dans le football. Dans les années 2000, il rachète Mamelodi Sundowns, un club de football professionnel sud-africain basé à Pretoria, et en fait l'un des clubs les plus performants du continent, avec notamment une victoire en Ligue des champions de la CAF 2016. En 2021, il y prend la tête de la Confederation of African Football avec le soutien de la FIFA, la Fédération internationale de football association, l'organisation mondiale qui dirige le football, et engage des réformes axées sur la transparence, la rigueur financière et le développement commercial. Sous son mandat, les compétitions africaines gagnent en visibilité, les primes augmentent et des tournois comme la Coupe d'Afrique des Nations sont davantage valorisés avec une volonté de moderniser le football africain. Patrice Motsepe incarne un profil hybride, sans fonction politique officielle. Il exerce une influence majeure comme passerelle entre économie, sport et pouvoir, s'imposant aujourd'hui comme un acteur clé aussi bien sur la scène africaine que dans les équilibres politiques sud-africains.
Né le 28 janvier 1962 à Soweto, dans la province de Gauteng, au sud-ouest de Johannesburg, Patrice Motsepe évolue aujourd'hui à la croisée du sport, de l'économie et de la politique en Afrique du Sud. On te dit Achille depuis Bujumbura pour Afrique Uni Radio. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Restez connectés avec Radio Afrique Unie, votre source fiable pour comprendre et suivre les événements qui façonnent notre continent. À très bientôt pour une nouvelle édition à suivre sur nos plateformes Facebook, X et YouTube en écrivant Aoba Français.